De tous les jeux qui me demandent de revenir y jouer encore et encore, telle une addiction plus forte qu'au café ou que celle que possède un joueur d'Isaac persuadé d'avoir la run qu'il a toujours rêvé d'avoir après avoir autant passé d'heures que j'ai sur Strive dans un jeu solo, soit 3000 heures, je me suis toujours dit au fond que c'est étrange que les roguelikes ne se soient pas encore attaqués aux Souls-like. C'est vrai, quand on y pense, on parle déjà d'une run dans les Souls. C'est rare qu'on fasse les dites runs pour l'histoire, étant donné que, comme un vrai fan de FromSoft, on la comprend par l'intermédiaire de YouTuber Theory, on vise toujours un certain build soit pour rouler sur le jeu, soit pour s'amuser. On joue déjà en soi à ces jeux comme si c'était des roguelikes. Donc, quand Night Rain fut annoncé et que sa boucle de gameplay annonçait un roguelike, et ben moi je dis naturellement que j'ai autant envie de lancer cette partie que mon générique. Quand on commence à jouer, on va rapidement comprendre un truc. Déjà, on peut jouer avec des potes. Et si dans les Souls c'est rare qu'on ne puisse pas, c'est plus que c'est souvent déconseillé, car ça gâcherait la découverte de ces derniers et la façon dont ils sont censés être combattus. Et autant l'argument est débile, car si on me donne une possibilité de combattre quelque chose d'une certaine manière, ça veut dire qu'on est censé pouvoir le combattre de cette manière, il n'y a pas de façon définitive de combattre l'un de leurs boss, et ceux qui clament l'inverse ont un problème de supériorité par rapport aux autres, se voulant croire plus fort parce que regarde, avait battu le buff en follow Fanfemon. Ici, avec Night Rain, j'ai largement moins entendu ces débilités, même si le fait que pendant un moment le mode solo était plus dur qu'une run ABNH sur Dark Souls 2, le patch nerfant les ennemis quand on est seul étant venu plus tard, le jeu a surtout mis en avant le côté multijoueur des runs. Ça a ses avantages et inconvénients, genre je peux comprendre que se faire niquer une run parce qu'un fils de pute a décidé de rush un chasseur de perles durant la première journée peut-être casse-couille, mais j'ai la même sensation qu'un joueur de FG qui se rend compte qu'il y a des jeux en équipe qui existent et que c'est quand même cool de partager des émotions avec d'autres gars et meufs. En plus que ça aide beaucoup au début pour clear rapidement les camps, étant donné que durant vos premières runs, vous serez sûrement assez lent ou hésitant, résultant à des niveaux assez bas et donc pas assez de grande marge d'erreur face au boss final. Le multi dans tout ça, en particulier à 3, facilite la vitesse à laquelle vous allez faire les camps ainsi que votre dite marge d'erreur étant donné que vous mourrez différemment dans ce jeu. Quand vous mourrez, vous serez à terre. Jusque là, checks out. Sauf qu'un timer va commencer à se jouer si vous n'affrontez pas un boss de fin de journée. On reviendra sur les journées plus tard, ne vous inquiétez pas. Et durant ces timers, vous pourrez traîner votre queue aux alentours jusqu'à ce que le timer tombe à 0, résultant à une perte de niveau et des runes accumulées jusqu'à maintenant que vous pourrez récupérer juste après. Et d'ailleurs, non, vous ne pouvez pas aller au niveau 0 si vous mourrez au niveau 1, donc les wipes de première minute ne sont pas très impactants. Pour éviter, cela dit, d'avoir un malus tout de même assez chiant, vos alliés pourront vous réanimer en vous attaquant. Le Wilder a deux doigts de me dire « Réveille-toi putain de merde, rien à foutre de ta dépression !» Blague à part, plus vous mourrez et plus les PV à abattre pour vous réanimer sont augmentés, donc si vous mourrez beaucoup, vous deviendrez plus un boulet sur lequel vos alliés devront claquer des attaques de plus en plus grosses pour vous réa à temps, sachant que ça se reset après un passage à une grâce. Au final, le seul moyen de wipe complètement une run, c'est que toute l'équipe meurt sur un des boss de fin de journée. Pour revenir sur les grâces, autant dans les jeux FromSoft c'est des symboles de temps de pause, autant ici c'est un de plus qu'un press A pour level up, astérisque si t'as les runes pour. C'est pas vraiment un point négatif, car avoir 3 glandus qui se posent 5 minutes aurait donné des temps de game absurdement longs, et je ne vois pas ce qu'ils auraient pu mettre d'autre à cet endroit de toute manière, étant donné que les sorts qu'on gérait avant aux grâces sont maintenant collés de base au bâton ou au saut que vous ramasserez. Pour en revenir au nombre d'alliés, le seul point réellement négatif avec ça, c'est que si vous n'êtes pas coordonné avec eux sur Discord, vous aurez nettement moins de puissance de frappe et rendront des passages normalement triviaux assez longs, et c'est pour ça que même s'il y a parfois des individus bizarres, je vous recommanderais de rejoindre un serveur Discord pour Night Rain, afin d'au moins pouvoir voc avec vos mates. Au contraire, donc, si vous êtes seul, autant vous irez aussi vite que vous et vous seul pourrez, il faut dire ce qu'il en est, s'il y a des boss comme Libra Everdark qui sont des blagues en solo, la plupart des boss vont vous chier dessus avec beaucoup de force, en particulier ceux de fin de run, car leurs attaques sont
anormalement grandes ou particulièrement dures à esquiver, et si vous ne jouez pas Revenant, leurs attentions ne vont clairement pas diverger sur quelqu'un d'autre. Enfin, si en solo les PV de tous les ennemis sont suffisamment baissés pour pas que ce soit une torture, si vous faites l'entre-deux en duo, même si ils ont adressé ce problème avec un patch reconnaissant que parfois, certains e-couples n'ont pas une troisième roue de secours. Je trouve que les runs restent bien plus durs à réaliser de A à Z en duo. C'est bizarre à expliquer, mais j'ai rarement l'impression d'avoir assez de DPS avec mon mate pour venir à bout de la plupart des boss au timing optimaux ou au minimum correct, donnant des runs assez en retard sur la moyenne. Bref, le contenu purement multijoueur est, je trouve, bien intégré à l'exception du mode de jeu en duo qui est encore bizarrement équilibré, mais dans le pire des cas, prendre un gars au pif en ligne rend déjà les choses un minimum supportable, donc ce n'est pas forcément très grave non plus. Juste, si vous jouez sans être en vogue avec les personnes de votre groupe, pinguez sur la carte l'endroit où vous allez, et si vous voyez que vos mates sont plus rapides sur leurs décisions, écoutez-les plus que vous ne vous écoutez vous. Dans le pire des cas, vous aurez juste pas d'armes légendaires, mais dans ce jeu, avoir des niveaux, c'est plus important que d'avoir de bonnes armes. Il est temps de passer à une explication un peu plus claire sur comment se passent les parties de Night Train. Car elles peuvent être assez confuses au début sur leur déroulement. Ces dernières se déroulent en 3 parties appelées des journées, la 3e journée étant consacrée aux boss sélectionnés à la table ronde quand vous démarrez le jeu. Les 2 premières sont sous timer, cela dit, car comme un Battle Royale, une fois un certain temps passé, une zone va apparaître se rétrécissant petit à petit autour d'un point présélectionné par les devs, où se dérouleront un test pour savoir si vous pouvez passer à la suite. Mais commençons par le commencement. Lors de la première journée, pour continuer sur le délire Battle Royale, vous allez être lâché à pattes d'aigle sur une des 6 maps du jeu. Mais la plupart du temps, ça ne change pas grand chose pour le début de partie, donc on va considérer être sur le Limveld de base. Il y a de plus ou moins grands camps existants allant de vraiment minables, juste là pour vous faire passer niveau 2 ou gratter quelques runes en attendant le boss de journée, à donjon abritant ton pire cauchemar. Vous tenez bien que quand on vient d'arriver, peu importe votre niveau au jeu, vous allez passer par les plus petits camps au début. Ces derniers vous permettront de récupérer premièrement des niveaux pour ne pas vous sentir à poil devant les boss, et deuxièmement vous permettront de récupérer des armes plus ou moins utiles pour votre personnage. Et on y reviendra car certains d'entre eux sont vraiment pas logés à la même enseigne. Mais globalement, vous allez pouvoir avoir un passing ressemblant à peu près à ça. A noter cela dit qu'en fonction de là où vous spawnez, vous allez devoir esquiver certains endroits habités par des boss SDF, notamment sur le côté droit, où ce ne sera pas rare de trouver le chasseur de perles, et les mêmes sur sa gueule, le considérant comme un professionnel pour faire wipe des runs, sont bel et bien réels. Notez cela dit qu'au même endroit peut spawn la gargouille, et même si sa réputation n'est pas au même niveau, elle est tout aussi casse-gueule. Mais il y a surtout des adaptations que vous allez devoir faire par rapport à vos reliques. C'est lié au personnage, donc on en reparlera plus tard, et de votre chance. Ceci est une prison. Si vous avez joué à Elden Ring, vous les reconnaîtrez sûrement, et dans ce jeu, c'est des fermes à runes incroyablement importantes, tant elles donnent de l'XP gratuite. Sauf que pour avoir accès à leurs boss, il vous faut des clés, et les clés, le problème, c'est qu'il y a 2 façons de les choper. Soit vous en avez avec les reliques comme dit avant, et dans quel cas vous aurez un endroit fixe garanti de prison, qui vous seront débloquables avec même possibilité de scaling sur le nombre de prisons ouvertes tout le long de la run. Si bonne relique équipée, et la deuxième façon de s'en procurer, c'est d'avoir de la chance sur les coffres des petits châteaux et églises. Ça n'ira normalement pas jusqu'à baiser entièrement votre run, mais j'avoue que ça peut être frustrant d'être limité arbitrairement par la RNG. Encore un point où si vous êtes d'accord avec vos potes de jouer autour de ces dernières, où les teams de 3 seront avantagés sur les teams en duo et solo d'ailleurs, étant donné qu'à 3, vous pourrez spawn avec plus de clés par exemple. Si vous êtes en avance sur votre clear, ce qui peut arriver quand vous commencez à avoir du niveau, ou que tout simplement il n'y a rien autour et que la zone vous le permet, alors vous pourrez d'ores et déjà vous attaquer au gros château, qui lui par contre va être celui qui décidera de votre sort. Si vous avez un château habité par les chevaliers du creuset, d'un boss mineur facile comme le loup et un boss majeur plus ou moins simple comme le Corbac, alors votre run est désormais béni. Mais si vous avez insulté Aventurine, alors vous vous taperez un château de géant avec un chasseur de perles en boss mineur et un truc comme le cerf version Scarlet Rot, voire le chevalier draconique en majeur. Et dans quel cas votre run est quasi détruite si vous n'avez pas eu un bon early. Pourquoi ça, me demandez-vous? Déjà, je ne pense pas vous choquer en disant que vous obtiendrez plus ou moins de runes en fonction de l'ennemi que vous tuez, jusque là
check out. Sauf que les chevaliers du creuset, qui se targuent de ne pas être trop longs à tuer, pouvant être clear ou au moins commencer à être clear dès le début si vous avez un bon early, vous donnent un total de 160 000 runes. C'est littéralement plus worse qu'un gros boss de biome. Sachant qu'en plus, j'ai dû en oublier certains sur mon clear, donc ça doit être un petit chouille plus. Sachant d'autant plus que certains d'entre eux vous dropperont des passifs pour votre personnage, sans oublier que vous en aurez un après avoir passé le boss mineur des égouts avant de récupérer votre anneau à l'intérieur. Ces chevaliers vous portent des runs au sens littéral du terme, contrairement aux putains de géantes, encore plus qu'un Ramus tout 300 d'armure, vous attaquant à distance, et quand je dis à distance, il faut vraiment mettre une majuscule à distance, supplément AOE, parce que c'était pas assez marrant d'infliger un petit moitié de vie par putain de chaudron touché. Et si vous voyez les géants, n'essayez même pas de clear la zone, concentrez-vous sur les égouts et le toit où se trouve le boss majeur et mineur du biome. L'entre-deux d'ailleurs n'est pas mieux non plus, les chevaliers bannis sont loin d'être tanky, mais ce qu'ils donnent en termes de runes est assez dérisoire et sont pour la plupart skippables sans plus de réflexion si votre map n'est pas celle du Limveld de base. Sachant que je le répète, mais le boss mineur ça peut être une paralysie du sommeil, donc peut vraiment vous baiser jusqu'au bout, en particulier si le réticule de la zone va pointer un endroit sans réel point d'intérêt autour. J'aime beaucoup Night Rain, mais la journée 1 annonce souvent la couleur sur si tu vas passer un bon moment ou non. Le boss de la fin de cette journée sera en général rien de bien compliqué, la plupart des boss ici sont en général des boss mineurs repris d'autres jeux comme les Souls notamment, le 3, le 2 ainsi qu'Elden Ring évidemment, mais ce que je veux dire c'est que le jeu ne va pas te drop un Margit ou un Nameless King ici. Le plus gros que le jeu peut vous balancer à la gueule, si vous avez le DLC, sera les frères démons du DLC de Dark Souls 3, The Ringed City. Et même s'ils sont un peu vénères, si vous les avez battus à l'époque, il y a très peu de chances pour que vous mouriez sur eux aujourd'hui. Petit fait marrant avec ce boss, le dernier restant va fuir et revenir en journée 2, en deuxième boss. Donc vous connaissez déjà votre futur adversaire si vous avez cela en premier jour. Normalement, si vous avez pas eu chat, cela dit, vous aurez au moins pu continuer ici, et c'est là que votre chance en early game va être testée en quelque sorte. Si vous êtes sur la map de base, à part clear les camps restants, les activités seront plus ou moins limitées, et des redites de ce que j'ai dit plus tôt, donc on va pouvoir s'intéresser aux 4 autres versions de Limveld. Toutes les versions vont voir une partie de la map saccagée par un biome, que ce soit en haut à gauche avec la montagne enneigée, que vous ne ferez souvent qu'en fin de partie, en milieu haut pour le cratère, bas gauche pour la cité, et bas droit pour la forêt sous Scarlet Rot, qui vont vous demander de vous y consacrer entièrement en deuxième journée. Le DLC a rajouté une map qui n'a plus rien à voir avec Limveld, donc j'en parlerai après. Tous les biomes ont une récompense qui seront malheureusement assez inégales entre elles. Soit elle vous permettra de juste naviguer convenablement dans la zone et combattre ces mobs dans de meilleures conditions. C'est le cas pour la forêt et la montagne, et donc pour la forêt ce ne sera jamais intéressant pour la journée 3, et pour la montagne souvent votre passing sera toujours trop lent pour arriver à temps au cœur de celle-ci pour récupérer le bonus et affronter le seul boss majeur du lieu. Soit elle vous permettra d'avoir un réel bonus intéressant pour le boss final. Pour la cité, après avoir battu Astel, vous aurez le droit à un wipe gratuit où le dernier à être mort se verra Rhea. Il devra soit réa les autres, soit finir le boss lui-même. C'est honnêtement mieux que rien, en particulier si la personne réa par Astel est un perso comme Revenant, alors qu'elle possède son ulti, et pour le cratère, ça vous permettra de level up au rang légendaire une arme de votre choix. Vous donnant un DPS bonus certes disposable, mais qui sera plus que bienvenu pour affronter le dernier défi de la run. Le seul hic, c'est si vous n'avez pas d'arme digne de ce nom à level up, vous aurez l'air un peu con. Le passing de chacun des biomes sera plus ou moins bizarre en fonction de plein de détails. Celui que vous serez à même de voir le moins est encore une fois celui de la neige, car seul le dragon de glace est un boss majeur, et le reste sont des mobs qui donnent une chier de runes avec les trolls de glace et le dragon de base qui visiblement se frite avec l'un d'entre eux, sachant que le château n'est pas bouffé par ce biome et que la zone de fin se trouvera toujours dans la montagne. Vous finirez par juste clear les trolls et ignorer le cœur de la montagne. La forêt aussi est un cas spécial, déjà essayer de faire n'importe quel boss sans l'antidote anti-Scarlet Rot est un enfer que je ne souhaite à personne, et comme c'est encore un cas où vous allez devoir combattre à l'intérieur du biome, vous pouvez littéralement vous faire checkmate si vous n'avez pas récupéré le passif, au moins
les boss du coin vous donnent beaucoup de récompenses, dont des armes légendaires, mais le truc c'est qu'il n'y a que des boss majeurs, les mobs ne sont pas assez intéressants pour les runes qu'ils donnent, donc si vous avez eu une mauvaise première journée, vous n'allez pas pouvoir récupérer toutes les récompenses de la forêt, car vous n'allez pas avoir le DPS requis pour passer tout le monde avant l'arrivée de la zone. Le cratère est aussi assez spécial dans le sens où il y est très cool dans ses récompenses, mais il y est assez rigide sur la marche à suivre, devant obligatoirement passer par un des boss majeurs de la zone à esquiver au début si vous ne voulez pas risquer le wipe. La gargouille et l'alien en début de journée 2, c'est tout aussi vénère qu'un chasseur en journée 1. Sauf que vous allez devoir obligatoirement tuer ces paires de temps, ne vous donnant rien de bien intéressant dans la plupart des cas, avant d'enfin pouvoir se taper le gros dragon et récupérer notre arme niveau 3. Mais du coup, si vous n'avez pas récupéré une bonne arme plus tôt dans la run, voir le dragon maintenant va potentiellement ne pas être aussi intéressant que ce que ça aurait pu être, comme dit plus tôt. La cité en comparaison est assez cool, vous avez plusieurs passings pour la passer plus ou moins optimalement, avec même des stratégies assez spéciaux. Dès la première journée, vous pourrez être pacifiste et récupérer de bonnes armes dès le début. Mais dans des cas plus normaux, vous allez affronter quelques mobs, vous donnant des récompenses comme ces chevaliers sans tête, ainsi que l'assassin, ainsi que le revenant royal, avant d'enchaîner sur Astel dans la cathédrale, qui vous donnera dans la plupart des cas une arme légendaire une fois battue. Bien qu'elle peut être frustrante, la cathédrale est plus simple que la plupart des autres biomes à prendre en main. Maintenant, passons au plat de résistance avec la map du cristal. Cette map, dans le journal check, elle se pose bien là. En gros, vous le remarquerez vite, mais le nombre de points d'intérêt à l'intérieur sont proches du néant. La map se base bien plus sur la verticalité, rendant la navigation rapidement contraignante, et vous allez pouvoir rush les petits cristaux bleus en journée 1. C'est quoi ces petites saloperies? C'est très simple, c'est des trucs avec lesquels il faut interagir environ 4 fois pour briser le cristal du milieu. Le cristal du milieu aura des trucs pour vous une fois brisé. Déjà, vous allez avoir un buff qui fait qu'une fois les fioles d'estus vides, vous aurez votre jauge de technique remplie. Anecdotique donc. Mais surtout, vous allez débloquer un giga saut sa mère, vous débloquant l'accès à l'un des 2 châteaux de la map. Ces châteaux sont bien différents de ceux d'Imveld. En gros, ce seront purement des boss rush, composés de 3 boss, ainsi que d'une autre récompense une fois le sommet atteint, qui boostera la récupération des ultimes de vos personnages. Déjà plus sympa. J'ai intrinsèquement rien contre les châteaux en eux-mêmes, sauf que c'est pute d'en mettre 2, car vous allez faire un simple pile ou face basé sur si le dit château sera ou non dans la zone. Faire les 3 boss est je pense impossible s'ils en sont en dehors. Le plus chiant, c'est que votre run va être décidé sur votre vitesse à trouver les cristaux. Si vous les trouvez pas, vous avez une run de merde. Si vous les trouvez, vous allez devoir rester concentré pour les 3 boss d'affilée, sachant que je le redis, mais la verticalité de la zone fait que s'y balader est un peu un enfer. En particulier, quand tu connais pas giga bien les lieux, ça rend l'exploration assez vénère. Ça m'est déjà arrivé de me perdre alors que je suivais le guide du groupe sur cette map. Enfin, une fois le timer de la zone fini, vous allez devoir affronter cette fois-ci un boss un peu plus vénère avant de passer à votre cible. Ça peut aller de boss très simples et basiques comme les chevaliers sentinelles, le dragon de lave, à chevalier du croisé accompagné de son hippopotame. Je déconne pas, c'est peut-être un boss rencontrable en journée 2. À des boss bien plus vénères comme Nameless King, Margit, Mog, voire putain d'Artorias. Oui, ils ont rajouté avec le DLC Artorias dans le même jeu où se trouvait déjà la danseuse de la vallée boréale et Nameless fucking King. Et oui, si vous vous demandez, ils sont toujours autant énervés, mais si vous êtes assez bon comme leur pattern n'ont pas réellement changé, vous pouvez trivialiser ces boss si vous êtes sur une très bonne run. D'ailleurs, je vais faire un petit point rapide avant de passer sur la journée 3. Dans ce jeu, ces derniers peuvent être séparés en quelques catégories à part. Il y a les passives, comme les invasions, qui sont restreints à des points précis, en plus d'être annoncés à l'avance par cet immense tourbillon dans les airs. Donc vraiment, si vous y allez, quand même, la faute est sur vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même si cela dit, leur niveau est assez traître, tu peux sûrement te faire avoir en les sous-estimant. Sauf que faut pas oublier que les mobs de ce biome sont aussi boostés et peuvent rapidement vous niquer si vous faites pas gaffe. Surtout que la récompense en elle-même est pas souvent worth it. Vous obtenez les équipements signature plus 2 des persos qui vous ont envahi. Sur le papier,
c'est cool. En particulier si tu tombes sur ta propre version de toi. Dans la pratique, tu tomberas sur ton Nemesis une fois toutes les 6 lunes. Et ça, c'est en partant du principe que ton perso est un truc classique comme Wilder ou le Piaf. Genre, moi je mets une Revenant, comme vous l'aurez compris à force avec mes captures, et je suis jamais tombé sur une Revenant envahisseur. Et comme les armes signatures de vos persos sont de base tout juste ok sans réel plus, sur ceux pour qui elles ont été optimisé, alors vous vous doutez bien que la plupart des mélanges d'armes ne donnent rien. Pire encore, j'ai envie de dire, le seul mélange d'armes sympa, c'est les griffes de Revenant sur quelqu'un d'autre, car elles ont un bug permettant à vos alliés de réa les gens plus vite, mais comme je viens de le dire, j'ai jamais croisé une Revenant envahisseur, et pourtant j'avais 70 heures sur le jeu au moment où j'écris la vidéo. En dehors de ces trucs là, vous aurez les plus agressifs, avec les boss de jour 3 qui peuvent à tout moment venir vous faire un petit coucou, quand c'est pas directement Margit qui vient vous chier à la gueule. Ce genre d'événement ne sera jamais entamé par le boss visé, donc si vous faites une run sur les insectes, alors vous n'aurez pas ces fils de pute qui vont essayer de voler périodiquement vos niveaux de manière aléatoire. Mais c'est aussi en ces événements qu'il y a des conneries inégales au possible et chiantes de baiser. Prenez en compte que ça peut arriver un peu n'importe quand, vous pouvez déjà avoir une run de fou que Libra peut venir enfoncer le tout en bloquant une partie de vos PV contre des runes et l'affronter avant le jour 2 et même pas worse, car vous allez mettre trop de temps à le tuer, si vous parvenez à le tuer pour sûr. Les insectes c'est pareil, même si plus rare, mais surtout eux au moins tu peux esquiver leur attaque pour éviter de te faire sucrer tes niveaux. La crevette est blagueuse au possible, finissable en 1v1 assez rapidement et facilement, car si toutes les versions sont nerfées mais en gardant des éléments intimidants par rapport à leur vrai combat de boss, celle de la crevette n'a rien qui va réellement vous surprendre dans son kit cette fois. Au pire, ça peut faire chier sur certaines maps où il faut avoir un minimum de timing, genre la cité ou le volcan, car les bulles qui vont essayer de vous choper vont vous téléporter vers le poisson et non amener le poisson à vous. By the way, j'ai déjà vu des clips où ce connard vous TP et vous bloquait en dehors de la zone. C'est vraiment les seuls cas où il peut être chiant, mais... Voilà, c'est déjà arrivé. Mais de toute façon, vous pouvez esquiver les dites bulles, donc c'est un peu un non-issue tant que vous n'êtes pas en intérieur. Les chiens aussi sont de la partie où ils vont spawn dans 3 localisations différentes et vont venir vous forcer à les combattre, car comme avec la zone, leur présence vont venir faire perdre des PV en continu. Au moins, quand vous les engagez, ils sont en soi pas dur, étant donné que la vraie raison de sa difficulté en tant que boss, c'est qu'il peut attaquer à 3 d'un coup. Avec la glace, vous aurez Kaiko qui, comme Libra, va venir shield sur un coin de la map, sauf que sa présence fait que dans une portion de la dite map qu'il couvre, de la grêle va tomber et ça fait mal, bordel! Trouvez-le et tapez-le une fois et ça suffira pour le faire fuir. Faites cela dit attention car il peut vous frapper lors de sa fuite et ça peut faire mal. Bordel! Les DLC sont aussi de la partie avec les harmonisatrices qui vont vous TP à l'un des donjons de la map en vous privant de vos astuces jusqu'à ce que vous ayez tué la Valkyrie qui vous est dédiée. Et bien sûr, si le boss vous attend dans la salle du boss, le boss se joindra à la fête. Sachant que, comme le poisson, il va vous TP à un endroit aléatoire, ça peut également être dans des endroits bien chiants. Pour finir, si je ne dis pas de bêtises, la gueule béante, le centaure, Dreglord et Earthstore n'ont pas d'events spéciaux, mais cela dit, j'ai pas envie de savoir ce que ça aurait pu donner. Mais là, je parlais juste de comment ils vont vous faire chier, mais votre récompense pour faire ces combats de boss sont même pas si réellement intéressantes. La crevette ne fait que vous donner des astuces restaurant également votre mana. Donc si vous jouez par Revenant, vous vous en branlerez fort. Les Klebs font qu'attaquer consécutivement restaure votre endurance. Bon, disons que dans les buffs de fin de journée, c'est le genre de buff que je prends en dernier. Les insectes vous donnent un passif aléatoire où, au bon vouloir du jeu, vous recevrez des runes pour taper des mobs, ce qui est au moins pas un aussi gros doigt d'honneur que Libra et son passif faisant scale vos dégâts sur le nombre de runes possédées, après qu'il nous ait détroussé de ces dites runes pour pas avoir un putain de gardien avec les HP de Revenant. Ça veut dire que pour profiter de son passif, il faut soit volontairement pas level up, soit être riche de baisers. J'ai rarement vu des scams aussi élaborés, bordel. Bref, il y a d'autres events, mais les autres sont plus light, genre waouh, parfois vous aurez beaucoup d'ennemis à un endroit. Sans branle. Donc je vous propose de venir sur le point le plus craquant de ce jeu, la 3e journée.
Si vous êtes allé jusque-là, bien joué, mais ne vous relâchez pas encore, le fun ne fait que commencer, car vous allez devoir vous taper une sacrée dernière ligne droite. Affrontant le boss que vous avez sélectionné à la table ronde, ces derniers sont pour le moins inégales dans leur difficulté. Graphiquement et thématiquement, c'est tous des 10 sur 10, mais clairement, vous ne ressentirez pas les mêmes spikes entre eux. Ce qui peut être un problème dans le sens où seuls Eolstar et les Kleb sont les seuls qui sont plus ou moins linéaires dans l'ordre où vous allez pouvoir les combattre. Ah oui, prenez aussi en compte que chaque boss, sauf Eolstar et Dreglord, ont leur version améliorée appelée Everdark, qui eux-mêmes ont leur lot d'inégalités. Genre, au total, les plus durs sont de loin les versions Everdark des harmonisatrices et des insectes, talonnés de près par les versions Everdark du Centaure et Libra, si vous affrontez ce dernier spécifiquement en team de 3. Et les plus simples sont de loin les versions de base de la crevette et du dragon, talonnés de près par les insectes et Libra Everdark si affrontés en 1v1. Et comme c'est déjà la deuxième fois que je le cite dans cette partie, je vais m'attarder sur son cas dès maintenant. Libra est un cas à part, dans le sens où sa version de base n'a rien de particulier à offrir, c'est un utilisateur de l'effet de la flamme exalté, et donc va jouer sur la folie tout en y étant faible, mais aucune arme qui joue sur cet effet n'est réellement bonne, donc vous allez devoir l'affronter normalement. Sachant que ce dernier n'a vraiment rien de compliqué, il attaque avec sa canne comme un gorille, en se téléportant parfois de part et d'autre de l'arène, avec possibilité d'attaque à distance avec ces disques là. Vous pouvez crever sur lui, hein, de toute façon, à part la crevette, tous les boss peuvent vous surprendre, même quand vous les connaissez, mais ce que je veux dire, c'est que pour un boss semblant pourtant intéressant sur ses possibilités, il n'apporte rien d'incroyable. Sa seule réelle gimmick est qu'au début du combat, il ne vous attaquera pas, vous proposant un marché, donc un scam, qui altérera la façon dont il vous attaquera. Je n'ai jamais fait de marché avec lui. En somme, c'est un peu l'équivalent des boss chevaliers random qu'on pourrait retrouver dans Tarsus 2 ou 1, avec donc un reskin de chèvre gorille. Sa version Everdark va rajouter un twist à tout ça, mais c'est assez goofy. En plus de booster son panel d'attaque, notamment à distance avec même une phase comme dans un MMO où vous devrez vous déplacer pour rester dans la zone où vous vous trouvez, sinon vous vous faites taper par un laser, il va à un moment invoquer une version de vous avec plus de PV, tapant plus fort, pouvant utiliser tout votre stuff et capacité, même si pour eux c'est random, mais n'incluant pas votre ultime, et donc les gens de Revenant peuvent souffler. Mais il va surtout invoquer votre équipe en boucle, sans en avoir quoi que ce soit à faire de si les derniers invoqués sont toujours en vie. Sauf que quand il rajoute 2 ou 3 intrus continuellement, alors qu'on est également censé le gérer lui, dites-vous que quand vous êtes à plusieurs, les combats vont bien plus ressembler à des 3v1 v9 que des 3v3 v3. Après, c'est très blagueur quand tu te rends compte que Libra et les clones peuvent s'attaquer entre eux, mais même si ce n'est pas un mauvais boss, au contraire même, ça n'enlève pas à quel point il peut être juste frustrant pour rien. Maintenant, en parlant de frustrant, la crevette de son vrai nom, Maris, est un des pires designs de boss que j'ai pu voir dans un FromSoft. Dans le sens où il va poser des problèmes auxquels il répond lui-même. Le kit de Maris revient globalement à esquiver toute interaction avec les joueurs en fuyant et en leur envoyant son kit contenant 99% de projectiles, et cela à distance, que cela soit avec ces petites merdes qu'il vous enverra à la gueule ou encore sa nuke. Les deux font des dégâts de malade mentaux, mais sont également les coups les plus simples à esquiver. Il suffit juste de courir loin durant le temps stupidement long que prend sa nuke pour arriver, et les projectiles sont dans la même veine, à l'exception que vous pouvez les roll avec le bon timing. Mais si ce n'était que ça encore, mais le boss souhaite jouer sur l'un des pires effets de FromSoft, le sommeil. Un sein pour vous endormir, vous allez NES, mais pas pour les bonnes raisons en tout cas. Ce que Marie souhaite, c'est vous endormir avec ses attaques, sauf que quand elles ne sont pas blagueuses sur leur timing d'esquive, il est littéralement stonable avant qu'il nous force à dormir. Rendre son sommeil plus simple à toucher l'aurait rendu chiant, mais dans sa version actuelle, ça rend son perks plus inutile. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il pose des problèmes auxquels il répond lui-même. Son seul truc à lui, même en version Everdark, c'est de t'endormir, mais tu t'endors plus en attendant qu'il soit à hauteur d'attaque que ton personnage n'est censé s'endormir en prenant ses coups. Car les devs ont fait en sorte que tu ne te fasses pas OS en 2 attaques, car faut pas oublier que si tu t'endors et qu'il fait sa nuke, tu vas globalement subir le statut communément nommé la mort. En parlant de la mort, il est temps de parler de l'insecte, pardon, du duo d'insectes.
du trio d'insectes du jeu qui, selon ceux qui n'ont pas joué à Yu-Gi-Oh, sont des utilisateurs de polymorphes. Globalement, en version normale, les frérots vont attaquer sur 2 fronts différents, la mythe utilisant des attaques magiques et le scarabée pour tout ce qui est physique. Si la stratégie c'est globalement de mettre un sur le focus de Gnoster, car ce dernier a des patterns d'attaque assez simples à esquiver, qui n'est réellement qu'une menace quand il décide de faire son laser orbital qui va vous déchirer, mais vraiment c'est dingue à quel point ce laser peut facilement vous enculer. Les 2 autres alliés, eux, devront se mettre sur le focus de Fortis, car ce dernier, dans sa version de base, peut, s'il focus quelqu'un de trop loin, s'enfoncer dans le sol et faire son meilleur cosplay de Rek'Sai. Et en phase 2, Gnoster va monter sur Fortis et ils combineront leurs plus grosses attaques en vous fonçant dessus. En dehors de ça, ils n'ont rien de spécial, ils ont des patterns sympas et un concept vous incitant à utiliser le multijoueur plutôt que d'essayer d'y aller solo comme un bourrin. C'est pas le plus dur, mais vous ne m'entendrez pas dire du mal de ce boss. Cela dit, vous vous demandez peut-être, mais c'est qui ce Animus qu'il a mis dans le titre du chapitre? Parce que ce fils de pute de papillon est l'unique raison de pourquoi la phase 2 de la version Everdark le fait skyrocket dans les boss les plus durs. C'est très simple, une fois arrivé en phase 2, ce connard va réanimer Gnoster et Fortis à leur mort s'il a des PV, sachant qu'il va donner un buff de malade mental à celui qui le revive en premier. Autant en Fortis, ça passe à peu près en version boostée, autant Gnoster sous stéroïdes. Et si vraiment Animus aurait eu des PV négatifs en faisant qu'il mourrait en 2 cycles, mais non, ce bâtard va facilement prendre 4 morts de ses collègues. 4 autres cycles où on peut le taper parce que il n'essaie pas de rien qui que ce soit. Il est invulnérable. Il va refuser d'accepter qu'on lui creuse sa putain de tombe. J'adore ce boss, putain. Tant qu'on est sur les combats de lâche, Gladius est un cas spécial qui va vous demander d'avoir une foi aveugle en vos potes et une capacité à gérer vos nerfs qui va être mise à l'épreuve en solo. C'est très simple, dès qu'il rentre dans sa 2e phase, il peut créer 2 clones de lui-même qui ont les mêmes attaques, les mêmes patterns et je suis quasi sûr les mêmes PV, tellement il refuse de crever, sauf que si il focus la même personne... Oh putain, le calme, il va falloir garder son calme, putain, car gérer un truc pareil et ses attaques à la range qui pourrait faire rougir Axel, et cela donc en x2 voire x3, si t'es seul ou qu'ils te détestent, ou même si ton allié est trop nul pour esquiver normalement leur attaque, vraiment, tu vas développer des troubles du comportement, comme quand t'essayes de faire Lucilius dans Grand Blue Fantasy Relic. À part ça, le boss en lui-même est sympa, tu vois. Même s'il a de la range, la chorégraphie de ses attaques reste souvent lisible, et c'est sympa de le gérer quand tu connais ses patterns. Mais c'est pas rare qu'il décide de te faire un doigt d'honneur gratuit. Mais revenons 2 secondes sur un cas un peu exaspérant, avant de s'attaquer au trio de fils de pute originel, car Caligo est le dragon d'office du jeu, car fallait bien un boss dragon dans un Souls, sauf que son exécution, bien que pas mauvaise, manque de challenge je trouve. Au vu de son arène, vous vous douterez bien qu'il utilise... bah là, enfin, ça vous paraît évident, hein, Caligo, t'es bien Caligo, ton profil LinkedIn dit que t'es Caligo, donc c'est forcément vrai, n'est-ce pas Caligo, hein? Non, mais il est moi qui utilise la glace, mais il n'utilisera pas vraiment l'effet de cette dernière pour nous attaquer, ou du moins quand il le fait, c'est des cas à part, la plupart du temps, il va juste y avoir l'effet de la glace qui montera petit à petit jusqu'à ce que ce dernier proc, mais ce ne sera rien de bien inquiétant en général. Cela dit, tel un zoneur un peu chiant sur un jeu de combat, c'est le genre de fils de pute de dragon à fuir d'un bout à l'autre de la map, avoir des points de focus insanement chiants quand on joue à distance, pitié, laissez-nous focus son torse plutôt que les extrémités qui bougent sans cesse, et il nous attaquera à distance via des ondes de choc, des crachats de glace et des stalactites et compagnie. Son attaque signature finissant de signer sa personnalité, il s'enfonce dans du brouillard où il faudra le retrouver avant qu'il nous fasse tomber le ciel sur la tête. Le truc chiant, c'est que si ça semble cool sur le papier, en théorie, c'est même pas chiant, c'est juste stylé visuellement sans réel plus. Il y a que sa version Everdark qui va vous menacer de vous tuer car qui fait légèrement plus mal et utilise plus souvent son attaque où il va vous foncer sur vous pour vous balancer ses stalactites en pleine poire. À part ça, il est un peu décevant. Cela dit, petit fait marrant, même si je pense que l'anecdote est assez connue maintenant, la fissure dont fait référence son titre n'est pas vraiment métaphorique. Enfin, je suis sûr qu'on peut y trouver un sens ou je ne sais quoi, mais lors du combat, vous pourrez voir au sens littéral du terme une fissure dans son arène, et cette dernière est littéralement un œil de dragon. Je trouve ça stylé qu'ils ont pu prendre le motif des œils de lézard pour donner un style particulier à son arène. J'aurais juste aimé que ce combat ait un chouï plus de profondeur. Là, on va pouvoir parler d'un boss plus intéressant.
Déjà, même si, contrairement à ses paternels, il est un peu plus direct, sans réel gimmick, à part du que dodge ou tu niques ta mère, sur lesquels on s'attardera dans 2 secondes, je dois dire que niveau design, on est sur autre chose que mythes scarabées géants veulent te manger. Outre le fait qu'il porte bien son nom, sa grosse gueule de travers est étrangement désagréable à regarder pour de bonnes raisons, ça joue super bien sur le côté que c'est pas naturel, mêlé avec l'agressivité d'Adèle et son corps formé comme un dragon, ça le rend addictif à frapper. Genre, tu sais que tu vas sûrement prendre cher, mais c'est comme un démon dans Doom. T'as qu'une envie, c'est de lui lancer une estoque dans sa gorge. Le combat en lui-même est plus simple dans la manière de le décrire, cela dit, Adèle va taper comme un sourd avec des patterns mettant à bon escient sa taille et son corps, faisant que comme la majorité des boss de Dark Souls, il sera plus safe de le taper alors qu'on fait un câlin à son cul plutôt qu'en étant en face de lui. Tu me diras, vu sa bouche, je pense que même un bébé aurait eu son instinct de survie qui lui dirait de pas rester pile devant. Mais bref, sa seule gimmick, c'est ses patterns où il va utiliser la foudre. Que ça soit pour amplifier les dégâts qu'il colle, pour foncer sur vous, ou encore vous faire sa propre nuke, parce que visiblement c'était dans le cahier des charges de tous les boss, et son simili de prison qui se laissera même avoir une variante en Everdark, où il faudra rentrer tout seul comme un grand en utilisant les zones de gros sauts avant que la foudre nous touche pour entrer dans le dôme d'Adèle, sans se faire toucher bien entendu. En dehors de ça, j'aurais pas grand chose de plus à dire sur lui, c'est un gros monstre qui sait qu'il est un gros monstre, et comme chaque gros monstre, il est agressif de taré, a le 7 pour backup son agressivité et frappe comme un camion. Et pour l'affronter, je trouve que j'ai rarement vu plus agréable que d'aller matcher sa fureur et venir se foutre de grosses mandales au cac. Donc même si sa difficulté m'aura fait rager, je pense que je le mets facilement dans mes boss préférés de FromSoft. Contrairement à cette pute là on va parler d'un boss de con, une vraie dinguerie qui a réussi à passer le code Miyazaki en paix. Ce connard va vous faire saigner. Tous ces patterns, même dans sa version de base, vont vous enculer. Déjà, oubliez la notion de portée. Si vous êtes en range de le toucher max range avec vos sorts, il sera en range de vous toucher également et avec des cônes d'attaque ridiculement grands. Là où Adèle se gère, quand tu restes pas bloqué devant lui comme un débile, Fulgor n'en a rien à battre que tu sois dans son cul ou devant ses pecs. J'ajouterais même qu'en Evernight, il va tellement spam sa pute de nuke de con que t'as l'impression que c'est lui qui te temporise pour mieux te baiser. Je suis grossier, mais en même temps, tous ces patterns sont vicieux, j'ai juré. Je vous mets les images, mais si vous êtes pas en groupe, pour avoir au moins quelqu'un d'un peu chaud en esquive pour garder son focus, le gérer c'est chaud, d'autant plus si les autres boss avaient très clairement une faiblesse bien mis en avant de l'élément qu'ils craignent, ce petit con, tu peux l'électrocuter autant que tu veux, tu vas avoir l'impression d'essayer de briser une brique avec ta main nue. Et c'est là que j'ai fait une parenthèse sur les boss de manière générale, car ce fils de pute est très clairement un boss qui va te demander de connaître ses patterns, et par là je veux dire que tu dois mémoriser ses patterns, pas juste pouvoir y réagir. T'es clairement moins libre de la route à suivre que contre Adèle, où tu peux clairement freestyle un minimum sur pas mal d'attaques. Ici, si il nuke, tu dois fuir. Il fait voler le sable, réagit et réagit bien. Il cherche comme un train, tu dois le regarder et pas être au milieu de son Kamehameha. Il amplifie sa lance, bah dodge et dodge bien, il y a pas de ouais mais regarde, en fait tu pouvais mettre un petit coup ici. En vrai, t'as pu optimiser le DPS. Non. Si t'es focus, il a des attaques tellement ridicules que ton DPS devient minablement bas. Et même quand t'es pas la personne focus, le ratio de terrain qu'il couvre par eux est si grand qu'il y a un monde où tu te fais toucher alors que t'es dos à lui. En soi, il est stylé, même si un boss de lumière pour incarner la nuit est discutable quand on sait pas ce que représente la dite nuit, mais ça aurait été largement plus cool si cet enfant de Satan se serait au moins fait nerfer sa range. Maintenant, parlons un peu de pique. La nuit dans Night Rain a un sens un peu plus poussé que les autres événements catastrophiques des jeux FromSoft. Cette dernière est une catastrophe naturelle qui devait venir un jour ou l'autre, représentant la rage des soldats anonymes morts durant la guerre. Et Holstor n'est littéralement rien de plus qu'un soldat parmi tant d'autres, sans nom ni rien. Quand on recherche, et par rechercher je veux dire regarder des vidéos de lore sur le sujet, tu comprends que le fraté est mort lors de la guerre qu'il y avait eu au début d'Elden Ring, et que pour une raison ou une autre, le désastre de la nuit a accepté de faire de lui son avatar pour prendre sa vengeance sur le monde. En vrai, je le trouve stylé avec ces informations, mais cet enrobage ne vaudra rien si ce dernier ne sait pas se battre, et si sa phase 1 peut laisser dubitatif, littéralement avec mes potes on se disait tous « Non mais ils peuvent pas nous laisser sur ça en boss final ». Sa phase 2 va venir vous apprendre le respect, et sa phase 3... va vous laisser admirer ce que c'est qu'un boss final. J'adore ses attaques, en particulier celle-ci. Le frérot arrache littéralement la réalité. La première fois que j'étais arrivé là, j'avais même pas cherché à esquiver ce qui suivait, j'étais juste resté planté là comme un con à me dire que c'est l'une des rares attaques non scriptée, qui est magnifiquement orchestrée. Même si sa phase 3 est plus chaotique qu'autre chose, ses patterns sont tous assez clairs, en gardant un brin de style et de brutalité pour chacune d'entre elles.
Maintenant qu'on a fini les boss du jeu de base, commençons les DLC, parce qu'il y a des choses à dire, même si le contenu est forcément moindre. Déjà, les harmonisatrices, contrairement à Draglord, possèdent une version Everdark au moment où j'écris ces lignes, et je reviendrai sur sa version Everdark dans un instant, parce que vous remarquerez vite que ce combat est un putain de gangbang. Sérieusement, déjà qu'elles sont assez tanky, même si c'est marrant de maltraiter ces connasses dans les bonnes situations, le fait que ces dernières peuvent à tout moment se mettre en 1v5 sur vous, avec des patterns qui vont vous forcer à vous éloigner de vos alliés, ce qui, je précise, est la dernière chose que vous voulez dans ce combat, parce que vous éloigner de vos potes veut dire que potentiellement l'un d'entre eux va combattre un ou plusieurs d'entre elles dans votre dos. Et comme c'est pas un jeu solo qui prend en compte la POV du joueur, ces dernières vont pas hésiter à vous enculer. Ça veut dire que vous pouvez plus facilement vous retrouver dans des situations assez stressante. En soi, le boss en lui-même est armé de petits mobs qui sont surtout puissants dû à leur nombre et leurs attaques en AOE qui peuvent se stacker les unes sur les autres, rendant l'arène assez chaotique si vous peinez à en tuer à temps. C'est aussi pour ça que vous allez vouloir en focus une par une à 3 en même temps pour éviter de vous retrouver dans des situations de chaos comme ça là. Le principal problème overall avec ce boss, c'est sa durabilité. Sérieusement, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais ce boss est tanky de taré et ça s'améliorera pas avec ce qui va suivre. Mais le fait est que vous allez devoir rester focus sur une période de temps un peu plus grande que contre Auguste par exemple. Sa version Everdark, cela dit, c'est pas le même boss en fait à ce stade. Déjà, la première phase reste la même, tuer tout le monde et c'est quoi ce bruit de con? Waouh, tu fais quoi là? Vous voyez, déjà dans les Everdark, c'est la seule à changer à ce point physiquement, avec son arène qui va changer du tout au tout, les harmonatrices restantes vont être légèrement plus agressifs, en faisant un peu plus mal que d'habitude. Vous infligeant des saignements, mais le truc qui va signer cette version Everdark, c'est ça, à l'aise, c'est quoi ce truc? Ça a littéralement rien à voir avec ce combat là. Surtout que la phase vers de terre est juste une phase où vous allez devoir survivre, essayer de lui infliger des dégâts quand elle est comme ça, c'est une façon de dire que vous avez envie de mourir. Ce fight est très stylé en Everdark, visuellement parlant, mais c'est juste pas le même combat à ce stade. Maintenant, parlons d'un cas de tank, ce petit gars utilise le Scarlet Rot, et comme toute personne utilisant le Scarlet Rot, il est bien évidemment ultra chiant à gérer. Et croyez-moi qu'il va vous l'infliger, car contrairement à Caligo, où vous allez pas souvent voir l'effet de la glace, lui, il va littéralement vous forcer avec sa pluie. C'est pas mauvais en soi, mais pitié mon albatros, laisse-moi te toucher. Sérieusement, il y a des personnages qui sont à la limite de rien pouvoir faire contre lui, c'est affligeant. Toujours revenant contre ce gars, mais t'es à Walp, frère. Ces patterns sont cool, tu vois, mais il faut le perso qui va avec, sachant que le frérot a 2 barres de PV, mais sa deuxième, même si est théoriquement plus petite, est surtout plus lente à descendre à cause de ses 10 patterns où il se trappe partout et ne laissera que peu de moments de pause ou taper. On a mis 20 minutes à le finir la première fois. 20 minutes! Encore une fois, il est stylé de baiser son cri une fois en phase 2. C'est pic cinéma, ces patterns sont agréables à gérer en phase 1, où il est brutal en laissant place à un peu de freestyle, mais peut-être que Tone Down, sa phase 2, aurait été sympa. J'ai limite envie de dire que ça se ressent comme si c'était une version Everdark, alors qu'il n'en possède pas de dite version Everdark. Je vais faire une petite bifurcation avec ce chapitre très rapidement, mais il existe un mode s'appelant Deep of Night, avec 5 rangs de classement qui sera le mode créé pour ceux ayant déjà clear tout le reste du contenu. Il va venir augmenter la force de tout ce qui existe, donc one shot encore plus fort revenante, et va mettre en avant certains mobs ou ennemis boostés qui vont vous palper le cul tel un boulanger énervé qui souhaite vraiment vendre son pain. Vraiment, l'impact que ces connards plétris avec leurs grosses mains est intankable, surtout si le boss buffé en question, c'est genre le chasseur de perles. Avec ça, pour la journée 3, on ne va pas combattre la pluie bien entendu, le jeu va nous mettre un boss au pif parmi ceux existants. Et ça inclut les versions Everdark. Après, ça reste sympa comme contenu late game, même si c'est pas tant ma cam. Je sais pas s'ils vont travailler sur un deuxième DLC comme ils l'avaient fait avec Dark Souls 3 à l'époque, j'ai envie de dire qu'ils peuvent à ce stade, car il y a encore des concepts ci et là qui n'ont pas été explorés, et surtout des problèmes intrinsèques qui pourraient être fixés avec un deuxième DLC, mais pour rester sur les boss,
Bien qu'ils sont pas tous logés à la même enseigne, comme j'ai pu peut-être le faire comprendre, certains sont bien pète-couilles, là où d'autres ne vont poser quasi aucune résistance. Ce qui est un problème dans le sens où ce n'est pas des boss qui ont un ordre précis pour les faire. Dans l'idéal, ils auraient tous dû être durs à battre, avec peut-être comme exception Gladius, car il est forcé d'être le premier seigneur obscur à devoir être terrassé. Mais même là, ça se discute. Au contraire, donc, je comprends pourquoi les harmonisatrices et Dreadlord sont particulièrement cassants au niveau de leur difficulté, mais si je me mets à la place de quelqu'un qui lance Night Rain aujourd'hui et qui tente de se faire les harmonisatrices, je pense pas qu'il va avoir un bon moment. Cela dit, un point où je pense qu'on peut tous être d'accord, putain qu'est-ce qu'ils sont stylés. Je parle même pas forcément de leur design en eux-mêmes, même si visuellement ils puent tous individuellement la classe, même Fortis et Gnoster, hein, mais dans leurs attaques et leurs patterns, tu sens qu'il y a eu de l'amour pour chacun d'entre eux. Et rien que le fait que chacun ait sa nuke ou un truc qui s'en rapproche, leur donne une certaine aura de puissance qui les rend assez mémorables. On aurait aimé qu'ils soient tous logés à la même enseigne pour le gameplay, mais au final, c'est pas non plus un si gros défaut que ça. Si il devait y avoir une liste de difficultés de boss, ça ressemblerait à ça selon mes standards. Donc, si vous êtes tenté de jouer à ce jeu après avoir vu ma vidéo, une fois que vous aurez passé Gladius, je vous conseille de d'abord faire les boss du bas avant de vous attaquer en haut du panier. Cela dit, il y a un truc dont j'ai pas encore parlé ici, où je m'étais rendu compte quand je recordais le gameplay que ça me faisait bien chier, les Everdark sont en rotation. C'est tout simple, hein, mais le fait que ces connards en version difficulté ++ seront potentiellement non accessibles normalement pendant une semaine, à partir du mercredi, fait que j'ai une dose de frustration immense quand j'ai un truc qui s'appelle avoir un taf qui rentre dans l'équation, et que du coup j'ai genre 3 heures le soir pour essayer ça, avec bien sûr des randoms sur un serveur Discord créé pour ça, parce que tous mes potes sont soit sur Arcrider ou Repo. Non, ils sont pas en train de spammer la enquête sur Strive comme des camés, donc je galère, et parfois, pouf, j'ai genre des gros boss, genre Balancer au Gladius Everdark, sur qui je dois attendre un gros bout de temps avant de retenter ces derniers. Ça fait sens vu que c'est un jeu en multi, mais j'avoue que je trouve ça particulièrement frustrant à gérer. Bon, je pense que j'ai brassé pas mal de trucs sur les boss et le gameplay en lui-même, mais il manque encore un point important, parce que même si vous me voyez souvent jouer la madame en robe blanche sur l'écran ou la nonne en tenue bien gothique, vous me voyez parfois sur d'autres personnages, genre ce Piaf, ce chevalier ou encore ce mec qui utilise un arc. Et c'est normal, car ce jeu a vraiment plusieurs personnages différents qui vous offriront un gameplay différent en fonction de qui vous jouez. Je vais vous surprendre en vous disant qu'eux aussi ne sont pas logés à la même enseigne, mais par là, je veux dire que plutôt que de niveler par le haut, le jeu a plutôt nivelé par le bas la puissance de ses personnages. Qu'on se comprenne bien pour la suite, vous pouvez battre le jeu avec tous les personnages, même Dreadlord avec Revenant, vous pouvez théoriquement le faire, mais vous aurez plus de difficultés en fonction de qui vous choisissez, car certains sont vraiment mal logés au niveau de leur force, et j'espère que j'arriverai à vous faire comprendre ça en vous parlant de mon personnage préféré, mais qui était, fut un temps, visiblement le plus détesté par FromSoft. Revenant n'est techniquement pas jouable au tout début, mais débloquable après une petite quête chelou que d'autres personnes à ce stade ont expliqué mieux que ce que je pourrais expliquer du haut de mes heures de jeu avec mon futur Alzheimer, faisant que j'ai oublié comment est-ce qu'on est censé la débloquer, à part à un moment donné où faut lui niquer sa mère. Mais en dehors de cela, on a un exemple parfait de personnage qui, sur le papier, n'a pas de problème, et est même très opérationnel, mais qui est malheureusement retenu par ses stats une fois mis en pratique. Déjà, c'est un perso qui va scale ses dégâts sur tout ce qui est sacré. Ok, quand elle trouve du sacré, elle fait bobo. Ok. Est-ce que son arme de base est assez bonne pour nous permettre de patienter confortablement en attendant d'avoir un meilleur truc sacré, genre le marteau de Marika ou encore le saut qui lance des disques en continu? En soi, oui, j'ai déjà fait des runs complètes avec, le bas ne me laisse pas ici, vous allez ressentir que vous pourriez faire bien plus avec de bonnes armes, mais celle de base est en soi tristement l'une de ses meilleures armes, parce que la putain de sa race, il n'y a pas d'arme qui scale sur le sacré dans ce jeu From Software. Pour l'amour de Dieu, les bonnes armes sacrées se comptent sur une seule main, et les incantations qui se valent un minimum sont juste légèrement plus, mais on va s'attaquer à un autre gros problème de Revenant. Madame n'a pas d'HP. Alors, qu'on se comprenne, c'est un jeu FromSoft. Pas avoir d'HP, c'est un peu la base. Même à l'époque, avec l'armure d'Avel, c'était dur de se considérer
tank, tout juste on faisait ricocher les attaques des mobs de base, mais là, vous allez souvent être surprise à être one-shot par des trucs de merde. Problème, en plus de vos stats d'HP nuls à chier, vous avez aussi la pire stat d'endurance. Aucun moyen de récupérer naturellement votre mana, qui est certes censé être la plus grande du jeu, mais bon, les sorts qui ne sont pas les disques prennent du mana de taré, résultant donc on a besoin primaire de consommer des éclats stellaires comme un joueur d'Honkai, ce qui fait que vous allez vouloir économiser mana et éclats en combattant primairement au corps à corps, ce que vous allez être forcé de toute façon à faire, car vos seuls sorts au début, c'est des trucs de support. Sauf que, comme dit avant en allant au CAC, vous risquez de vous faire démarrer par des trucs de con. Déjà, tu sens qu'il y a une couille dans le pâté, mais si ce n'est que ça, si on ne sait que ce contexte-là, on peut se dire que c'est pour parler à rendre pété, faire en sorte que gna gna gna, mais je vais introduire une capacité de récluse qui, elle aussi, a la meilleure stat en foi et intelligence. Là où Revenant est juste ok en intelligence, sauf que récluse a une capacité intégrée, lui redonnant du putain de mana, ce qui fait que voir une recluse qui sait ce qu'elle fait sans mana est plus rare que de voir une entreprise respecter ses alternants. La capacité de Revenant, tiens, parlons-en, elle est cool sur le papier, reprenant les esprits d'Elden Ring en nous en donnant 3. Hélène, qui est la plus squishy mais qui est efficace sur les trash mobs. Frédéric, qui est efficace sur un peu tout ce qui existe. Et Sébastien, qui est supposément le plus tanky et faisant le plus mal, mais qui ne peut pas se déplacer. Faisant qu'il est surtout efficace contre certains boss et gros ennemis. Couplé avec ça le fait que parfois tuer un ennemi fait qu'il reviendra en tant qu'esprit temporaire, mais ça c'est genre quasi jamais utile honnêtement. Là où le bas blesse, c'est que c'est théoriquement cool, tu peux partager le focus des boss et ennemis pour combler la faiblesse des HP de madame, sauf que tu te rendras vite compte que Sébastien et Frédéric peuvent à peine tanker 2 voire 3 coups si on est gentil contre les seigneurs nocturnes et boss majeurs. Parce que oui, je vous vois venir à grands coups de ouais mais regarde le patch machin, non, t'as vu ces esprits buff, ces derniers, ils ont leur stat qui serait en Deep of Night. Ouais, en Deep of Night, dans la partie farming, donc en jour 1 et 2. Mais j'en ai 3 contre les boss, tu vas te faire enculer. Donc au final, on en fait quoi? Bah, il y a un truc qui peut aider, mais parlons en deux speed des reliques. Les reliques, c'est les équipements permanents qui vont donner des passifs en plus à vos persos basés sur les calices qui peuvent leur être attribués. Ils sont séparés en différentes couleurs, ce qui fait que vous allez souvent vouloir avoir les bons passifs sur les bonnes reliques pour que ça se passe sur votre personnage. Et dans ces passifs, il y a des trucs spécifiquement à nos personnages qui changeront plus ou moins la manière dont on va les jouer en leur donnant des buffs. Genre, Revenant possède le passif qui fait qu'elle a un buff de dégâts quand un esprit est invoqué, chouette. Mais du coup, ce qui se passait, c'est que tu voulais souvent invoquer Sébastien et le cacher dans un coin sans jamais trop t'éloigner de lui pour pas qu'il despawn et au grand jamais attirer le boss vers lui pour pas qu'il le tue. Tuant le principe de jouer avec des esprits. Même si vous ne me voyez jamais le faire alors que j'avais des captures qui se passaient avant le patch, parce qu'au bout d'un moment, ce genre de technique me gonfle, cette technique était utilisée fréquemment par les joueurs de Revenant en Deep of Night, car même Sébastien s'en allait après avoir pris l'aggro 3 secondes. En dehors de ça... Ok, il y a des trucs cool, notamment pour son ulti. Je dis pas, l'ulti de Revenant va arriver à tout le monde autour si messieurs dames sont morts, peu importe leur barre de réa, et si d'autres ultis ont aussi cette caractéristique, c'est souvent plus secondaire et à utiliser comme ça en cas de secours, car ils seront plus à même d'être utilisés en offense comme celui de Wilder. Si vous utilisez celui de Revenant plus ou moins proche de vos alliés, incluant donc vos esprits quand ils sont encore en vie, vous allez rendre tout le monde, vous inclus, immortel. C'est cool. Vous pouvez même utiliser une relique pour rendre cet ulti plus offensif avec une explosion qui fera mal avec de surcroît des dégâts importants à la stance de vos ennemis. Sachant que ça donne accès à vos summons un gros coup supplémentaire, donc c'est sympa. Vous pourrez en plus soigner vos potes en leur donnant une partie de votre vie que vous régénérez derrière avec le sort de soin qu'elle a de base en entrant en expédition, etc. etc. C'est bien, c'est vraiment bien, c'est limite le seul vrai truc de son kit où j'aurais pas grand chose à redire, mais c'est peu. Revenant en tant que telle, quand vous vous concentrez sur elle, elle est forte, et encore une fois, tous les personnages peuvent finir tout le contenu du jeu, mais une fois que vous commencez à regarder ce que peut faire tout le reste, bah vous allez considérer de changer de personnage si vous n'aimez pas particulièrement le design de Revenant. Moi je l'aime bien d'ailleurs, elle fait un peu plus typé animé que d'habitude pour un FromSoft, et ça rafraîchit de ne pas avoir de gros trucs en armure qui soient pas sombres au possible. Même son costume, en version ténèbres, a un côté rafraîchissant, contrairement aux autres, elle est mimi, et ça donne un peu envie de continuer de l'utiliser, en particulier quand vous la couplez à des armes qui font 2 fois sa taille, donnant des situations stylées et un peu comiques, il faut le dire. Je rajouterai, avant de finir sur elle, que
je l'ai cité à certains moments, mais même si le patch de la version 1.03.02 a modifié ces summons en version Deep of Night, faisant que leur stat scale dans cette version, je trouve toujours que de manière générale, en particulier sur les Hammer Dark, qu'ils meurent très rapidement. Bref, elle est incroyable, mais j'aurais tellement aimé qu'il soit moins timide sur sa force et un peu plus sur sa dépendance à la RNG, ne serait-ce que rajouter des armes dans le DLC aurait été cool, car contrairement à ce que des mecs bizarres essayent de défendre en disant que « Oh non, mais ils ont jamais dit qu'ils en rajouteraient, donc tu peux pas les attaquer sur ça », ne serait réellement justifiable, car son existence prouve qu'il y aurait dû avoir plus d'armes liées autour de la stat de foi, ne serait-ce que, encore une fois, pour la rendre moins dépendante à cette dite RNG. Mais en dehors de ça, c'est une choupette que j'aime bien jouer. Maintenant parlons de John Darkringborn Die Six Time. Winder est le chevalier banal trouvable dans tous les jeux FromSoft, intégrant même des éléments de Sekiro avec son grappin, qui en plus d'être une bonne capacité de déplacement, est étrangement utile pour réa vos potes et infliger des dégâts. Couplé au gros BOOM comme les counters au flingue de Bloodborne, toujours l'animation de Paris la plus stylée dans mon livre, le rend sympa à jouer, sachant que tel un bon personnage dit classique, le frérot est spécialisé dans les armes que chaque personne a jamais fait dans un Dark Souls. Le double espadon, ne se mentons pas, de ceux qui allaient à la double fumerole, ou plus simple Claymore et bouclier, sachant qu'il commence littéralement avec un truc similaire, vous avez tous déjà joué le build avec lequel va démarrer Wilder. J'ai honnêtement bien moins de choses à dire sur lui que j'en avais sur Revenant, le frérot est solide, largement capable de porter des games à lui tout seul, en n'étant pas trop dépendant à la RNG, étant donné que les espadons, c'est pas non plus une denrée aussi rare que les trucs qui scalent sur la foi, et si vraiment vous ne trouvez rien, il a un bon scaling sur toutes les armes qui utilisent la force. Sachant que ces upgrades via relique adressent directement des problème qu'on pourrait avoir avec lui, donnant du feu sur son ulti et sa capacité, et une utilisation supplémentaire du grappin, faisant que monsieur est le pic sur lequel il est le plus simple de partir si vous n'avez pas d'idée de qui prendre. En parlant de perso classique, Exécuteur sera votre réel John Sekiro du jeu. Même s'il n'est pas capable de rusher l'adversaire au grappin avant de leur péter à la tronche son gros canon, il peut faire votre série de paris sur lequel tout le monde a l'air de baver là. Spécialiste dans les katanas, donc niveau RNG ça va, vous allez pas trop galérer, surtout si vous avez déjà battu Caligo pour recevoir sa relique faisant démarrer votre arme de base avec des trucs de glace. Sachant que Exécuteur a le meilleur scaling d'arcane, soit le truc avec lequel les dégâts de saignement et compagnie jouent, vous pouvez littéralement garder le katana avec lequel ce con commence ses parties. Je suis même pas sûr qu'il soit nécessaire d'avoir quelconque relique buffant son kit, tellement il est simple et marchand de base sans rien. Sa capacité vous faisant équiper à deux mains son katana avec lequel il peut pari et attaquer les fratés en face et son ulti le transformant en une grosse bête. Idéal pour les boss de journée, mais faites attention, vous êtes tous sauf immortels sous cette forme, et même si sous ulti vous avez le plus gros taux d'HP, des boss comme les harmonisatrices peuvent toujours vous two-shot. Bref, le frérot marche aussi très bien si vous n'avez pas qui prendre et que vous n'avez pas peur de jouer un Dark Sasuke. Et on va conclure ce festival de persos classiques sur lequel vous pouvez les jouer si vous n'avez pas d'idée de qui prendre, car je vous présente Iron Eye, assassin de profession et surtout archer de service, avec une compétence vous faisant littéralement dasher loin du danger, infligeant des dégâts à ceux sur le trajet et réutilisable peu de temps après, avec deux charges et recharges assez rapidement. Le fait qu'il soit comme Revenant l'un des persos avec le moins d'HP n'est clairement pas un souci, comme ce simple skill lui permet de rester loin de toute zone dangereuse, même si les bons Iron Eye seront qu'il est surtout primordial de savoir garder l'aggro des boss sans être dans leur range pour laisser vos potes faire le DPS pendant que vous pouvez mettre à disposition votre mobilité et range. Son ulti permet de péter l'équilibre des boss pour leur mettre un coup critique dans les deux yeux. J'ai toujours quasi rien à redire, même si trouver un arc légendaire est plus rare que trouver une alternance, tu peux régler ce souci avec des reliques te faisant infliger du gel ou du Scarlet Rot sur tes attaques et tu auras tout le DPS suffisant. Les runs solo avec lui peuvent être un peu rudes, mais il y a toujours un cran de sûreté dans son kit qui fait que vous serez quasi safe durant l'intégralité de ce que vous ferez. Cela dit, parler de range et de faible devant rester à distance, c'est tout aussi chiant que de monter des vidéos pour un main Axel qui veut te faire encenser des mecs bizarres. Donc je vous propose de regarder un vrai bonhomme. Ryder, non pas celle de Fate. Déjà parce que lui meurt pas 2 fois sur 3, oups, spoiler. Mais surtout parce que si on pouvait dire que la Triforce de la non-personnalité devait se jouer avec au moins un petit chouille de finesse, vous allez tout oublier avec lui. Vous voyez le build chelou d'Elon sur Elden Ring ?
Bah voilà, c'est ce que vous allez jouer, à l'exception que vous serez pas un fat roll et encore heureux. Donc équipez-vous de tout ce qui fait 2 fois la taille de Revenant, que ce soit en hauteur ou en largeur. Sautez, utilisez votre attaque plongée et recommencez jusqu'à ce que mort s'en suive. Vraiment, arrêtez de réfléchir quand vous le jouez, vous nerfez votre personnage et insultez le concept d'intelligence à nous faire croire qu'il y a des trucs à théoriser avec lui. Littéralement, ses reliques lui donnent des buffs quand il se fait toucher en utilisant ses capacités. Sa capacité, c'est gros monsieur aux gros muscles fait le gros bonhomme qui peut avaler de gros coups avant de les renvoyer, et son ultime, c'est gros monsieur avec une grosse couleur crie un gros coup avant de créer un gros caillou qui fait de gros dégâts. Enfin, littéralement, le seul truc sur lequel vous allez devoir faire gaffe, c'est votre barre de stamina pour pouvoir esquiver quand c'est demandé, mais c'est censé être le cas pour tout le monde, bordel. Je dis pas qu'il va vous faire gagner des games automatiquement, mais il n'y a pas besoin d'être une flèche pour comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir un master pour savoir comment le jouer. De toute façon, il y a genre que 3 persos qui sont plus compliqués que la moyenne, et le reste sont assez basiques dans la pratique, mais j'avoue que je trouve ça marrant que lui me fasse redevenir singe quand je le lock. Contrairement à un certain Piaf, qui joue de la mauvaise façon au jeu, si on en croit les énervés de Dark Souls, qui hissent les fours, chiens et étendards dans la moindre vision d'un bouclier dans un jeu FromSoft. Comment oses-tu te défendre des attaques ennemies, sale microbe? Qu'il doit sûrement penser à chaque fois que Guardian bloque un coup du boss qu'on affronte. Le monsieur va jouer le duo gros bouclier et lance, ou truc qui peut taper quand on se protège avec le bouclier. Son rôle, c'est vraiment celui d'un support tank. Tu foutrais un skin de Léona par-dessus et ça resterait dans le personnage. Il doit prendre l'aggro pour tanker la majorité des coups physiques tankables envoyés par le mob, et si le dit mob est stunnable, il peut s'amuser avec le stun, avec sa capacité, et revive avec son ultimate, qui le fait plonger comme The Rock sur une zone précise, buffant et réanimant les alliés dans la zone ciblée. Il sera clairement pas au goût de tout le monde, car comme un vrai tank qui est juste là pour jouer au mazo, il a une mobilité qui est pas incroyable, et surtout n'a quasi pas de dégâts. Vous allez sentir passer les combats que vous prenez avec lui. Il permet au moins à ses alliés de briller, mais disons qu'il faut avoir foi en ces derniers, quoi. Au moins sa barre de PV étant assez titanesque, votre marge d'erreur est techniquement plus élevée avec lui, mais je vous le déconseille en solo, car aussi paradoxal soit-il, même si c'est juste un skill issue de ma part, il reste un personnage sans gros dégâts, et donc a une marge d'erreur bizarrement moins élevée que les autres, dans le sens où il va devoir esquiver plus de coups avant de voir les PV du boss à 0. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre que, au final, ils aient pas mis des équipements légendaires pour toutes les catégories, genre les shields n'ont pas de bouclier légendaire, ce qui aurait pu être marrant pour justement Guardian, voire même Wilder, car bah il joue de base avec ça, quoi. Maintenant, allons en 2 spies à l'opposé avec Récluse. Déjà, car cette dernière est la dernière à vouloir recevoir l'aggro des boss, si c'est n'importe qui d'autre qui essuie les coups pendant qu'elle peut utiliser ses sorts tranquillement, alors elle vit sa meilleure vie. Cette dernière, comme je l'avais déjà dit lors de la catégorie d'une certaine poupée, c'est juste revenante si elle serait pas techniquement nulle à chier. Déjà, si elle a un penchant pour la sorcellerie, dans le sens où son arme de base est un bâton, absolument rien au putain de monde ne l'empêche de partir sur un build de foi, étant donné qu'elle a aussi un S dans cette catégorie, niquant donc le principe de revenante, car en plus de se targuer d'avoir des stats que Revenant ne pourrait que souhaiter d'avoir, elle possède des skills juste infiniment meilleurs que cette dernière. Déjà, jamais vous allez voir cette dernière sans mana si vous n'êtes pas complètement débile, là où Revenant consomme ses éclats stellaires comme des putains de tic-tac, car elle possède toujours une capacité pour lui redonner du mana encore une fois. Ensuite, cette pouf possède une bien meilleure roulade pour se replacer, elle possède du burst avec ses machins élémentaires là, et si l'ulti de la poupée est inégalée, celle de Récluse n'a rien à lui envier étant donné qu'elle marque les ennemis autour d'elle, ce qui fait que quand on les tape, on a désormais du sustain. Elle est toujours assez dépendante de la RNG forcément, déjà parce que la voie au corps à corps c'est rare et donc les armes classiques ne vont pas lui scier, mais elle au moins peut compter de manière solide sur les tours qu'il y a sur la map étant donné qu'il y a quasi exclusivement que des trucs de sorcellerie à l'intérieur, et des bons trucs de sorcellerie d'ailleurs, allant parfaitement avec ses besoins et donc lui enlevant un peu de RNG. Le seul truc un peu relou pour elle, c'est que les bâtons vraiment bien de ouf ont l'air d'être plus rares que les sauts qui font très très bien le café, mais si ce n'est que ça franchement, j'ai du mal à voir en quoi ça l'handicaperait trop. En soi, j'ai même pas de problème avec elle en tant que personnage, j'aime pas son design, mais je peux pas aimer tous les personnages de l'univers, mais en soi, basé uniquement sur Récluse, je n'ai rien de problématique qui me vient en tête. Mais dès que Revenant est dans l'équation, tout de suite je suis énervé en pensant à ce qu'elle aurait pu être. Imaginez seulement si Revenant aurait pu, via ses summons, sustain sa mana de manière correcte pour ne pas être la junkie du groupe. Qu'elle commencerait avec autre chose qu'un saut contenant soin et répulsion, la putain de sa race, que ses griffes fonctionneraient mieux sur elle que sur les autres, qu'elle aurait eu au moins un A en intelligence, et j'en passe. Bref, si Revenant bégaye sur beaucoup de contenu, Récluse, elle, ne tremble devant pas grand chose.
Avant de s'attaquer au DLC, il reste un dernier personnage qui sait rester discret au sens littéral du terme. Duchesse aka Dark Souls 3 Firekeeper peut littéralement se rendre elle et ses potes invisibles. En vrai c'est un peu rigolo, pas super utile dans la plupart des cas car un seul coup et les mobs vont savoir où vous vous trouvez, mais c'est un peu rigolo tu vois. Même si on dirait vraiment plus un gadget de survie plus qu'autre chose, car outre le fait que ça vous permet de vous replacer ou revive un allié de manière safe, c'est surtout que le reste de son kit n'est pas vraiment lié autour de la discrétion. Son passif lui permet de faire 2 dodges d'affilée et sa capacité permet d'appliquer la moitié des dégâts qu'elle a infligés 3 secondes plus tôt. En fait son kit n'a pas vraiment l'air de grand chose, mais plus d'outils assemblés ensemble. Elle marche bien en tant que personnage voulant attaquer sur les saignements, frostbite ou autres poisons, et elle est loin d'être nulle, mais cet aspect un peu gadget de son kit peut faire un peu bizarre comparé au reste du roster, qui ont plus ou moins tous des gameplays assez bien définis par leur kit. Ça fait qu'au final, elle est ironiquement celle qui se joue de manière assez classique. Vous allez pas chercher de séquences de paris chelou, pas de grappin pour vous aider dans votre offense ou défense avec des déplacements, non, juste vous, votre anatomie et votre chlasse qui allez essayer de proc des effets sur le boss pour le burst assez rapidement, en partant du principe que le boss que vous affrontez peut se faire proc l'effet de votre arme. Bref, même si le perso est solide comme il est, je trouve que si sa capacité est un peu dure à capter de son côté, vu comment le jeu fait aucun effort pour t'expliquer le kit des personnages, elle est un peu trop simpliste sur les bords et aurait pu bénéficier de quelques lignes supplémentaires dans son kit, ne serait-ce que pour renforcer le côté harceleur volatile et rapide qu'ils y ont donné. Dans les persos DLC, clairement, il y en a une qui a sucé l'entièreté de la fame et de la gloire. Là où Scholar est celui qui est mort avec le peu de popularité qu'il a pu avoir. Ça se présente pas mal dans son gameplay, en plus de cela, en plus d'avoir le rôle de récluse en moins bien, son intérêt vient principalement du fait qu'il est bon pour appliquer des effets genre Scarlet Rot, poison et tout le tralala. Ce qu'un autre connard a fait déjà très bien et de surplus à distance. Ça n'aide pas non plus que son gameplay soit atypique au possible via son passif qui lui permet d'avoir plus de consumables avec des niveaux sur ses consumables en fonction de combien de fois tu les as utilisés, d'où les mêmes sur sa gueule disant que c'est le bombardier de service, ce qui est certes rigolo mais ne va pas l'aider niveau popularité pour des raisons évidentes. On parle d'une série de jeux où le joueur moyen considère que t'as pas battu le jeu si tu le fais pas avec des builds spécifiques, donc bon. Ce qui est d'autant plus assez con car Scholar est assez bon en général, son skill le transformant déjà en un très bon support, permettant de debuff les ennemis pour faire plus de dégâts ou les empêcher de trop en infliger à vos alliés quand vous ne buffez pas directement ces derniers. Son ulti aussi c'est un sacré cas car il lie vos alliés entre vous et les ennemis entre eux. Donc vous pouvez devenir un meilleur healer que Revenant avec juste une flasque tout en créant des possibilités de dégâts absurdement grands contre les tas d'ennemis car en tapant l'un d'entre eux, chacun va prendre des dégâts. C'est vraiment un bon personnage mais le fait qu'il soit pas aussi direct dans son gameplay qu'une certaine sœur, le fait qu'il est clairement pas aussi vu et même un peu abandonné j'ai l'impression. En parlant d'Adisseur, revenons donc, si je le veux bien, sur les cas typiques de ces revenantes si elle ne puait pas la fiante. Avec Undertaker, la version corps à corps de Madame, si elle par contre n'a aucun espoir de faire de réels dégâts avec des bâtons, sa petite stat de force, elle met bien. Parce que du coup, avec Revenant, on aime un peu tous jouer des armes un peu spé sur elle, même si c'est pas opti, une petite lance de Mog, un gros espadon sa mère, la hache de Godfrey et j'en passe, j'ai l'impression que les gens ont tendance à aimer jouer Revenant avec cette dernière, moi aussi d'ailleurs. Et bah là, tu as envie de jouer Undertaker avec ses armes, et c'est même au petit de le faire. Mais les choses deviennent comiques quand tu sais que l'une des armes les plus optimales sur Revenant est également la plus opti sur Undertaker, et de loin, sachant que le marteau de Marika, donc, a plus de value sur cette dernière plutôt que Madame, car Undertaker possède de bonnes stats de force, et donc sur les 2 stats du marteau. Et même si on aurait moins envie de l'utiliser comme un spammer de sort classique, elle fait très bien le taf là-dessus via son S en foi dans tous les cas. Avec ça, Madame fait partie des personnages strictement offensifs via sa capacité qui la met sous une stance, lui donnant plus de stats et une rôle plus agréable à utiliser. Stats qui vont toujours augmenter si vous utilisez son ult quand elle est sous stance. Ult que vous pouvez utiliser son coup si un de vos alliés utilise leur dit ult, menant à des situations où vous pouvez enchaîner le mob assez méchamment. Elle est très bourrin et droite au but, vous êtes là pour taper, donc tapez fort et bien. Si dans son optimisation j'aurais prié pour que Revenant possède plus ou moins la même, force est de constater que au moins ses capacités la distinguent à ce niveau-là, encourageant ses joueurs à foncer pour dégommer les boss soi-même. En plus, c'est pas comment elle est belle avec ce skin. Bref, je vous conseille de jeter un coup d'œil à son gameplay in-game, si c'est pas encore fait.
Pour conclure tout ça, je vais pas y aller par 4 chemins, ce cast est un 10 sur 10 en termes de design, mais il déçoit sur beaucoup de trucs. Déjà, la dépendance à les RNG de certains, le fait que certains personnages sont littéralement power creep par d'autres dans un jeu PvE, j'avoue que la situation revenant avec le Undertaker, même si plus autant débile qu'avant, me dépasse toujours pas mal. Mais bref, je pense qu'il devait être effrayé de faire des trucs vraiment pétés pour pas dénaturer le côté Souls-like des combats afin que ça devienne pas Random Animeland. Bienvenue sur la terre du Theory Crafting, où on va regarder des tableaux Excel et établir pourquoi cette amélioration semblant péter du cul va te bloquer sur une centaine d'heures. Si tu ne la vends pas là, maintenant tout de suite, change la mais les reliques à la place. On peut voir sur des jeux genre Rolling où le skill individuel des joueurs est optimisé et la seule chose qui compte souvent c'est les trucs que t'as équipés avec ton personnage. Là en gardant des kits et des équipements simple, ça fait que c'est pas une clown fiesta avec juste des délires mystiques comme Iron Eye, le distributeur de burst poison qui existe ci et là, mais sans être le truc qui va achever ta map en une seconde et demie. Ce qui peut être un bien comme un mal en fonction de la personne qui juge. Personnellement, je trouve que c'est déjà sympa et marque particulièrement les bonnes runs et vous fait plus ou moins galérer aussi normalement possible quand votre run n'est pas bénite. De toute façon, le problème global qui fait chier tous les personnages, c'est le manque de diversité des armes. Je prie encore chaque jour qu'il rajoute un DLC où il y aura de nouvelles armes, comme celles ajoutées dans Shadow of the Earth, mais là on commence à se pencher sur mes pensées globales sur le jeu, donc je vous propose d'aller naturellement à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous surprendre après avoir parlé aussi longtemps en vous disant que j'aime Night Rain. C'est peut-être dû au fait que j'aime tout simplement les Souls et les roguelikes, donc forcément un truc qui associe d'autres trucs que j'aime. En général, dans le jeu vidéo, c'est rare, si bien fait, de pas aimer la sauce dans ces conditions, mais faut dire ce qu'il est, même si je râle sur des décisions discutables, comme vous pourriez m'entendre râler si je refais un jour une vidéo sur Strive, en vous disant qu'il faudrait quand même être une sacrée salope pour jouer Potemkin dans ce mode du démon, qui est la rancade en utilisant la technique de Alt F4 dès que tu commences à perdre alors que t'es dans un rang qui se réadapte tous les 3 mois, et que donc du coup ça va rien changer à ta vie, que tu perds ou non ce combat, ça le clébard, mais c'est parce que, de 1, j'aime bien me plaindre, il y a plus de façons de se plaindre que d'exprimer ma joie sur un jeu, c'est plus marrant accessoirement, et deuxièmement, j'ai tendance à plus voir les côtés négatifs quand je passe du temps sur des jeux que j'aime, faisant que forcément je verrai et serai exposé longtemps aux 10 défauts, qu'ils soient ou non subjectifs, et je sais pas qui j'essaie de convaincre actuellement, c'est un jeu FromSoft, perdre, gueuler et pleurer, c'est une tradition après que le jeu t'a appliqué des arts interdits sur ton cul. Donc malgré qu'il y ait pu avoir des chapitres sacrément négatifs sur des trucs que pourtant j'aime, genre la partie sous Revenante alors qu'encore une fois j'adore le personnage, ça veut pas dire que j'ai pas aimé le jeu, bien au contraire, je dirais même que pour ajouter une couche de positivité à cette vidéo, plus vous jouez, et plus vous allez gérer. Pour l'instant, je suis Captain Obvious, mais gérer de A à Z un jeu FromSoft, des jeux qui sont demandants dans la connaissance et les timings, donc, c'est jouissif. C'est jouissif de fou furieux de se rendre compte que depuis pas mal de runs, le seul truc qui te fait galérer, c'est le boss de fin. Quand tu entres dans la phase où la journée 1 et 2 passent tout normalement, ou même si parfois tu tombes, tu sais te relever d'un wipe un peu dur comme si c'était rien, bah t'es heureux, c'est un sentiment cool. Tu te dis que ouais, t'as galéré sur Elden Ring, sur les Souls et compagnie, mais regarde-toi maintenant, les boss réutilisés de ces jeux, tu leur chies dessus. Et ça, c'est cool. Même se déplacer sur la map, je l'ai pas dit depuis le début, alors que pourtant c'est un point très important. Qu'est-ce que c'est agréable. Vous êtes aussi mobile que Torrent. Non, même, je dirais que vous êtes plus mobile que Torrent. D'ailleurs, ne pas avoir de dégâts de chute dans un Souls, ça fait très bizarre au début, mais putain, ça fait du bien. Non, vraiment, aussi, se balader, se déplacer, c'est cool, c'est jouissif. Également, j'ai décidé de pas parler de l'histoire cette fois, parce que, bah, je l'ai compris à partir de vidéos YouTube, donc je vais pas faire l'affront de l'expliquer plus que ce que je pense pouvoir comprendre moi-même, et de toute façon, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit à votre expérience, de savoir que Revenant a vécu des événements qu'on pourrait qualifier de traumatisants, faisant passer au passage le plus sombre de Bloodborne, tout comme ça changera rien à votre expérience de savoir que Ryder est en vérité le gars le plus chill du groupe. Sérieusement, allez interagir avec lui, ça me tabasse comment le gars avec un crâne de mort sur sa tronche est en vérité un petit pépère qui voudrait juste une bonne bière dans un bon feu de camp, et si possible une salle de sport où pousser 200 kg entre deux marshmallows grillés. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée, le gameplay est de toute façon très bon, reprenant les points forts d'Elden Ring, qui les a lui-même repris des points forts de Dark Souls 3, qui les a lui-même machin et compagnie. Comme tout jeu FromSoft, ce serait n'importe quoi de dire que c'est fait pour tout le monde, mais forcé de constater que comme Elden Ring et sa formule en monde ouvert qui a au moins pu mettre en confiance des gens qui ne pensaient pas aimer ce genre de jeu, je pense que Night Rain et sa formule plus axée sur le multijoueur, où je le répète, il ne faut pas avoir honte de jouer et niquer des boss en multi, pourrait sûrement au moins convaincre des personnes encore effrayées de se faire malaxer en boucle, car au moins, ici, si vous ne vous faites pas porter, vous aurez des potes avec qui pleurer.